Quand je suis dans un paysage, j'ai l'impression d'être dans la première fleur qui est ici, dans la seconde là, dans la racine, dans le bois mort qui est à côté, dans les montagnes au loin, dans le nuage qui s'efface, d'être complètement dans le tout. Ça pénètre en moi, c'est incroyable. Jusqu'au point de sentir presque la fleur qui est en train de pousser et de s'ouvrir. C'est des instants qui sont vraiment de grâce. Il y a quelque chose aussi de très intéressant là-dedans, ça j'y reviens, de chercher ce qui lie les êtres humains. Il y a quelques années, je faisais du figuratif pur et dur et j'aimais beaucoup ça. Et moi je suis un gamin de la forêt. Je suis vraiment un gamin de la forêt. Et euh, ce qui me parle, ça va être une branche, ça va être un tronc, ça va être une herbe, quelque chose comme ça. Et ça c'est marrant parce que c'est ce qui va parler aussi à l'Afghan, c'est ce qui va parler aussi au Népalais, c'est ce qui va parler à différentes cultures. Ce lien naturel est quelque chose que tous les êtres humains ont. C'est notre monde, on ne peut pas se passer de ça. Et c'est toujours intéressant de voir que d'une culture à l'autre, les rochers ont un nom. Ils sont baptisés, c'est le rocher de l'aigle ou le rocher du dragon. Dans toutes les cultures, je crois, il y a ce lien à l'environnement qui est très présent. Et tout ça, ça crée presque une espèce de conscience collective humaine, un peu... c'est pas général, mais voilà, c'est une conscience collective humaine qui va faire que le lien qu'on a à un arbre, eh ben souvent on va s'asseoir sous son feuillage, on va s'y détendre, on va parler. Ce qui n'est pas toujours le cas sur un rocher. Sur un rocher, on sera plus enclin à méditer dessus, à être dans un silence. Et je pense qu'il y a vraiment des mouvements très naturels humains qui sont en corrélation avec son environnement. Et du coup, j'ai arrêté de faire des visages, de la figuration pour me dire, ok, finalement, il y a quelque chose qui est commun à toutes les cultures, c'est l'environnement naturel. Et si je décide de parler, de baptiser un rocher, ou je sais pas, ou de parler de c'est quoi un arbre, c'est quoi un rocher, quelle substance y coule dedans, comment l'imaginaire peut se dérouler autour, et d'être un peu empreint de cette conscience collective humaine, c'est très intéressant dans l'analyse de voir que quelque chose créé ici sur le sol français puisse parler en Inde de la même manière, enfin presque de la même manière, ou puisse parler avec la même subtilité à Jakarta ou je sais pas, ou au Canada. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est très intéressant à travailler. Cette mémoire collective humaine, mais qui n'est pas qu'une mémoire, qui est aussi quelque chose qui est très vivant et présent, je pense, chez tous les êtres humains. On ne fera pas croire que personne aime se poser sur un rocher ou sous un arbre, quoi. Ça, même pour ceux qui vivent en ville, on ne fera pas croire qu'ils n'aiment pas être sur la pelouse. C'est pas possible. C'est dans notre ADN, on a ça. Ah, hier, je te disais, je suis tombé à Paris là, sur la définition du mât, sur cette définition. J'ai acheté ce tout petit livre qui est en vente et qui vient juste déterminer que le mât, cette consonance, ce symbole japonais, définit l'espace entre deux. Et j'aime cette notion d'espace entre deux. On pourrait imaginer par exemple que deux hommes politiques se font face, qui disent rien, qui se regardent intensément et que ce soit dans cet espace entre deux où l'un ou l'autre va gagner ou va prendre le pas sur l'autre, sans rien dire.
juste en termes de puissance, d'expression ou que sais-je, d'un regard ou autre, ou simplement de ce qui émane de la personne. Cette notion d'entre-deux, elle vaut pour un objet, elle vaut pour les êtres humains, elle vaut pour un paysage, elle vaut, je pense, pour beaucoup de choses. Et pour moi, travailler dans cet espace d'humain, c'est complètement redéfinir, offrir aussi la possibilité de redéfinir ce qu'on considère comme perçu, comme connu. Et j'aime jouer dans cet espace en déstabilisant justement notre compréhension du connu. Parce que je pense que c'est dans cet espace où on peut complètement réapprendre les choses. Et on peut les réapprendre parce que justement, parfois on va être obligé de fermer les yeux, parfois on va être obligé de toucher, parfois on va être obligé de tourner autour, de regarder un petit peu plus. Et je trouve que c'est un espace finalement où on est encore aussi complètement enfant à l'intérieur. On est connecté aussi par ce mouvement de va-et-vient à ce qui va être ici, mais aussi à ce qui va être là, là. Et du coup, voilà, c'est un espace de porosité, c'est ça, c'est un espace de porosité. Et cet espace de porosité, il nous fait complètement... il nous donne les indications pour définir notre monde. Et travailler avec des choses dans cet espace, c'est pouvoir redéfinir notre monde. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'objet qu'on place, ce n'est pas la sculpture, c'est la réaction qu'il va y avoir entre la sculpture et la personne. Ça, c'est intéressant. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui peut naître. On pense tous avoir défini nos contours, finalement. Et finalement, on passe une centaine d'années à apprendre à redéfinir et à redéfinir nos contours. On le fait tous, même les personnes qui disent « je suis monolithique et je ne bougerai pas », c'est pas vrai, c'est pas possible. Il y aura toujours un moment dans la vie où le monolithe, il va aller un tout petit peu de côté. Et donc, en fait, c'est un espace travailler dans cet espace, c'est amener un espace de réflexion en plus, c'est un espace de compréhension, c'est aussi un espace où on peut avoir les yeux un peu d'un enfant. Et surtout, c'est ouvrir l'espace, c'est-à-dire travailler ici, c'est pas travailler là, pas non plus travailler ici. Donc c'est aussi placer la chose un tout petit peu en dehors de soi pour aussi impulser ce mouvement d'aller vers la chose. Mais quand je dis la chose, ça peut être aussi un être humain, ça peut être comme un danseur aussi qui est là, qui est en train de faire une performance, ou simplement un espace vide qui n'est pas si vide que ça. La sculpture pour moi-même, l'art pour moi-même. J'ai fouillé mes entrailles pendant 10 ans, je sais ce qu'il y a dedans. Je pourrais continuer pendant 10 ans, j'en serais pas plus heureux. Je crois que c'est quand on commence à être artiste, on commence toujours par ça. On va fouiller ses entrailles, son ombre, on dégueule sur la toile ou sur la terre, on se trouve. La matière est toujours vivante, donc il y a une interaction. La matière vous fait dire hey, tu as placé ça en moi, regarde-moi. Et si tant est qu'on souhaite avoir une analyse sur ce qu'on a créé, on a forcément un miroir de soi-même. Donc pendant des années, je pense que tout artiste commence par faire ce travail. C'est comme un travail d'épuration, de connaître chacune de ces strates. Et les strates les plus basses, comme on en parlait hier, peuvent complètement remonter à la surface et servir aussi. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas d'enjeu de
de dire bah, c'est mal, c'est bien. Non, c'est juste, voilà, qu'est-ce qu'il y a finalement comme énergie au fond des entrailles, au fond de son esprit, et comment on apprend à les utiliser pour que après tout ça finisse, finisse à côté. Et au fond, je reviens sur cette idée de sourire. Si de mes entrailles, de tout ce qui me compose, sort un sourire, c'est quand même un tout petit peu mieux que si c'est un visage fermé, qui n'est pas ouvert aux autres, qui ne procure rien, qui ne va pas vers l'autre, ou qui ne va pas dans un paysage aussi. Ce que je trouve fou justement, c'est que j'ai la certitude que chacune des personnes, aussi fermées qu'elles soient, aussi dans toutes les douleurs de vie qu'elle a pu avoir, parce qu'on n'est pas fermé pour rien, on la place dans un paysage, elle aura ce sourire, elle aura cette connexion, elle aura son esprit qui part, et un léger sourire commencera à naître. Donc je pense qu'il est... Ce sourire-là, il est complètement humain, quoi. Et du coup, voilà, j'aimerais être autre chose qu'artiste, mais je le suis. J'aimerais vraiment l'être autre chose. Ça doit être hyper agréable d'avoir une vie normale et comme tous les autres et de passer complètement inaperçu, de se planquer, de faire en sorte que personne vous voit et que personne vous juge. Mais voilà, bon, je suis comme ça. Je vais pas changer, ça m'étonnerait. Parce que c'est au fond de mes entrailles cette proposition-là. Et par contre, voilà, ce qui est des plus importants pour moi à l'heure actuelle, à la moitié de ma vie, à 40 ans, c'est hop, voilà, d'amener quelque chose et qui soit pas comme ça, qui soit quelque chose d'une offrande pour les autres. Ça me tient vraiment à cœur de réaliser ça. Ça, c'est la part artiste. La part humain, c'est la même, malheureusement. Pendant des années, je me suis défini comme étant artiste, sculpteur, parce que ça donne une étiquette, ça fait rentrer un petit peu cette case du troublion, du fou du roi, on ne sait pas trop ce qu'on est, nous autres artistes. Connectés à quoi? Connectés à qui? Des éponges, génial. Trop d'émotions, super. Mais la personne à côté est plus importante que chercher une ligne indéfiniment dans le marbre. La personne à côté est bien plus importante que ça. Donc cette pratique que j'avais de sculpteur aujourd'hui, elle est plus du tout d'actualité. Elle se réoriente complètement sur comment est-ce qu'on lit l'art qui est un mouvement d'aller vers l'autre, un mouvement d'émotion. C'est pas forcément moi d'ailleurs qui en suis l'instigateur. Le mouvement vient, hop, c'est presque du Qigong ou du Tai Chi, c'est juste quelque chose qui passe. Moi, mon job, c'est de le mettre dans la réalité. C'est comme ça que j'entrevois les choses. C'est de le placer dans la pierre, de le placer dans le bois, de le placer dans quelque chose. Et même si c'est évanescent, même si ça dure 10 secondes ou une éternité, qu'importe, c'est pas la temporalité qui est importante. Le mouvement, c'est ça. C'est quelque chose vient, il suit son chemin, hop, il fait ça, il continue. Et peut-être qu'en faisant ça, ça va simplement prendre un peu plus d'élan, un peu plus d'envol. Oui, dans le fond, c'est pas mal ça.
aujourd'hui, plus qu'avant, aller vers vers ce qui est le plus beau dans la vie, l'être humain. Il est beau ce con. Il est con. Aujourd'hui, il est... Mais il est beau. Il est vraiment beau. Je comprends pas qu'on puisse pas plus le voir. Il a tout. Toute la beauté en lui. Je sais pas ce que je peux dire plus. Comme ça, j'ai un œil qui te voit en direct et l'autre œil est un peu caché par le... D'accord, ok. Donc c'est pour que ton regard soit pas directement dans l'optique, mais juste un peu en travers. Hmm. Donc voilà, c'est... D'accord, ok. Mhm. Donc c'est bon en fait. Oui, oui. Bon, je te dis un truc, ça peut être hyper bien que tu mettes une petite blague sur ton Ah oui. téléphone à ce moment-là. Oui, oui, oui. Tu vois, si vous lisez ceci, c'est que vous êtes en train d'être filmé. Oui. Ah oui. À voir.